Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et puis ravi d'être à IALR. Je crois que ça va être la première fois que je suis invité. Mais, voilà, merci pour cette invitation. Pour parler d'un sujet, comme vous l'avez dit, hein, c'est un sujet du quotidien parce que ces péridurales imparfaites et les enquêtes nationales périnatales nous le confirment régulièrement. On a un taux de péridurale en France, comme vous le savez, qui est très important pour l'analgésie obstétricale. Il est à plus de 80% en moyenne. Et dans les CHU, il peut même aller jusqu'à au-delà de 95%. Donc on a beaucoup de femmes qui accouchent au péridurale. Elles en sont souvent très satisfaites ou satisfaites. Néanmoins, il y a encore des éléments d'insatisfaction. Essentiellement, on va le voir dans la dernière enquête de 2021, en fin de travail, au moment de l'expulsion fœtale, de la sortie de la tête du bébé, eh bien, il y a un nombre non négligeable de femmes qui ne sont pas assez soulagées pour cette partie de l'accouchement. On va essayer de faire un topo assez pratique. Néanmoins, je donnerai quelques éléments de littérature pour planter le décor, peut-être déjà la définition et la fréquence de l'imperfection ou de l'échec de l'analgésie péridurale. Eh bien, vous voyez, c'est un peu varié hein, en fonction de la définition qui va être prise. Et selon les différents auteurs, eh bien, cette définition, elle peut varier de l'échec total jusqu'à une analgésie inadéquate, latéralisée, voire même un problème technique qui va survenir au cours de la prise en charge, ou une complication. Certains considèrent qu'une brèche durmérienne, ça fait partie également des imperfections, alors que c'est une complication. La repose, l'abandon, la satisfaction maternelle, AJ1. Donc, en fonction de la définition qu'on va en donner, eh bien, l'incidence va être variable. Si on regarde par exemple une étude qui date de 98, eh bien, vous voyez qu'il y avait 3 éléments en termes de définition de l'échec ou de l'insuffisance d'analgésie. L'échec, l'abandon, la repose, l'analgésie insatisfaisante ou inadéquate, on était autour de 9%. Quand on regarde les accès douloureux pendant tout le travail, s'il y en a eu plus de 3 tout au long de la prise en charge, et bien là, on est à 12%. L'étude de Panne, qui était une étude où il y avait presque 19 000 patientes sur une cohorte sur 2 ans, entre 2000 et 2002. Ils ont regardé dans leur cohorte les patientes qui avaient une absence d'analgésie, qui avaient des cathés qui étaient mal placés ou qui avaient migré, les problèmes de technique. Et bien là, on était à 12% d'échecs ou d'analgésie imparfaite. Et puis un peu plus récemment, on a 4 critères également qui ont été proposés. Le fait de ne pas avoir d'analgésie adéquate au bout de 45 minutes après la pose de la péridurale, ça fait partie des éléments qu'on devrait, hein, chacun peut-être regarder dans sa pratique. Ça vaut le coup de faire régulièrement des évaluations de nos pratiques pour voir comment ça se passe chez nous. Nous, on l'a fait en prenant en compte ce critère. On avait même mis la barre à 45 et à 20 minutes. Avec une cohorte d'une centaine de patientes, eh bien, on a pu voir qu'il y avait un quart des patientes qui n'étaient pas totalement soulagées de façon convenable au bout de 20 minutes, qui avaient des EVA encore supérieurs à 3. Voilà. Alors qu'on a un protocole, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais quand on va vraiment vérifier les choses, eh bien, on a quand même des surprises. Ils avaient pris en compte la brèche durméenne, la repose, l'abandon, l'insatisfaction. Eh bien là, on était à 23%. Donc, si on fait un peu une synthèse, on va dire que la fréquence, elle se situe probablement entre 10 et 20%. Donc, ce n'est pas négligeable par rapport aux prises en charge de nos patientes. Alors, je vous disais, donc l'enquête périnatale qui date de 2021, qui a regardé sur les méthodes d'analgésie, qu'elles soient médicamenteuses ou non. Ils ont demandé donc aux patientes leur satisfaction. Ces enquêtes nationales, c'est sur une semaine. Et prennent en compte toutes les naissances au-delà de 22 semaines d'aménorrhée, avec un suivi des femmes à J1. Et puis, depuis cette enquête de 2021, on les interroge aussi 2 mois après pour voir comment, au niveau de la santé maternelle, comment ça se passe, au niveau de la santé du bébé également, les traitements qu'ils ont éventuellement. Et ça donne, donc il y a un interrogatoire, et il y a aussi des éléments du dossier qui sont pris en compte. Et quand on interroge ces patientes, eh bien, 90% d'entre elles sont satisfaites par rapport à la méthode d'analgésie qui a été utilisée, toutes techniques d'analgésie confondues.
Donc on a un collectif qui est très satisfait. Néanmoins, quand on fait un focus sur l'accouchement voix basse et qu'on demande aux patientes leur score de douleur entre 7 et 10 au moment de la phase finale, finalement, de l'accouchement, eh bien, vous voyez que presque 41% d'entre elles avaient des douleurs insupportables. Ça, c'est toute situation confondue, celles qui avaient une analgésie et celles qui n'en avaient pas. Quand on regarde celles qui avaient une analgésie, eh bien, on est encore à un tiers des patientes, presque 30%, qui avaient des douleurs importantes, supérieures à 7 au moment de la naissance. Et puis, quand il y a des manœuvres associées, donc forceps, ventouse ou autre, eh bien, on est à 40%. Donc, il faut quand même qu'on se remette en cause et qu'on voit comment on peut améliorer nos pratiques. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de risque identifiés? Est-ce qu'il y a des populations qui vont être plus susceptibles d'être dans des situations d'analgésie imparfaite? Eh bien, probablement que oui. Il y a un certain nombre d'éléments dans la littérature qui ressortent. Certains sont liés à la patiente et d'autres sont liés à la technique, à la procédure. Certains facteurs comme l'IMC élevé, alors c'est plus un sujet au moment de la pause qu'une fois que la péri est en place. En général, la qualité de l'analgésie est bonne. Elle est aussi bonne que pour les patientes non obèses. Mais c'est la difficulté technique qui fait qu'on est plus souvent en échec. Les difficultés anatomiques, donc pour les repères notamment, les déformations du rachis, les scolioses même minimes, peuvent faire qu'il y ait des rotations au niveau des vertèbres qui font que la diffusion de nos anesthésiques locaux va se faire moins bien. Donc les patientes qui ont des scolioses, même modérées, il faudra quand même les informer sur le fait que l'analgésie peut être en échec et être latéralisée au moment de la prise en charge. Les patientes qui ont eu des antécédents d'échec d'APD sont plus à risque aussi. Alors parfois pour des situations, pour des raisons anatomiques qui peuvent expliquer ça. Et donc il faut vraiment en prendre et le noter dans le dossier parce qu'on sait qu'on peut être confronté à nouveau à ce type de situation. Alors bien sûr les mauvaises coopérations, les patientes qui savent pas comment se positionner, qui ont du mal à comprendre la bonne position à prendre pour la pose de la péridurale. Le stade du travail, vous le savez aussi, les patientes qui arrivent à un stade avancé, avec toutes les racines qui sont impliquées au niveau de la douleur, de T10 aux racines sacrées, ça va être plus compliqué de faire monter notre niveau d'analgésie rapidement, suffisamment. Donc on peut être en échec dans ces situations-là aussi. Donc on parlera peut-être de la place de la périrachie pour ces patientes-là. Voilà, le travail long, où il y a une sorte d'échappement aussi qu'on peut observer de temps en temps. On a des patientes qui, au bout d'un moment, plus rien les soulage, quand on est un peu dépassé. Le KT est en place et malgré tout, comme s'il y avait une sorte de tachyphylaxie, et de temps en temps, en changeant de molécule, on arrive à récupérer une analgésie. Les douleurs importantes avant la pause, ça va aussi un peu avec le travail déjà avancé, ou les patientes qui sont déclenchées, là aussi, c'est des situations où on a beaucoup de mal à récupérer l'analgésie parce qu'elles ont des contractions qui sont très fortes d'emblée. Les douleurs intercurrentes, les patientes qui ont plusieurs types de douleurs, d'autres types de douleurs associées, la communication qui peut être difficile également. Et puis dans les facteurs liés à la procédure ou à l'équipe, à la pratique de celui qui va mettre en place, bien sûr l'expérience, le mandrin gazeux, mais je pense qu'en France, plus personne n'utilise le mandrin gazeux, ou peu, je ne sais pas. Est-ce que dans la salle, certains collègues utilisent encore le mandrin gazeux? Voilà. Je pense que le message est passé. Le risque avec le mandrin gazeux, vous le savez, c'est aussi d'envoyer des bulles d'air au niveau de l'espace péridural. Et donc, au moment, quand on va injecter les anesthésiques locaux, eh bien, ils ne vont pas diffuser de façon homogène. Et donc, on va avoir des péridurales en patch, en damier. En dehors du risque aussi, bien sûr, si on injecte en intratécal, de pneumoncéphalie qui peut aussi survenir. Alors, on a beaucoup discuté les types de KT aussi, en fonction de leur rigidité, en fonction du fait qu'ils soient monoperforés ou multiperforés. Ça, c'est encore sujet de débat. Alors, comment faire pour prévenir ces situations? Alors là, je vais enfoncer des portes ouvertes. Donc déjà, les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est quoi? C'est les bons agents, aux bonnes doses, au bon endroit, au bon moment. En prenant en compte sans doute les facteurs de risque, notamment ceux qu'on vient de voir.
Donc les agents et les concentrations, là c'est vraiment pas un scoop, ça fait déjà quelques années qu'on sait qu'on fait de l'analgésie multimodale aussi pour l'analgésie obstétricale, donc anesthésique locale plus un morphinique plus également la clonidine qui peut être associée, et notamment quand on utilise des concentrations les plus faibles, hein, quand on a des solutions très diluées, probablement que ça peut être un avantage d'y associer la clonidine, hein, en termes de puissance analgésique qui va être améliorée. Voilà, les concentrations, vous les connaissez, ce sont les concentrations low dose, donc faible dose, pour la ropivacaïne, entre 0,08 et 0,15. L'évopivacaïne, on est à 0,625 jusqu'à 0,125. Et puis le Sufenta, les concentrations recommandées ici. Et la clonidine, pour éviter d'avoir les effets sédatifs et hypotenseurs, on est plutôt autour de 1 à 2 gamma par ml de la solution. La modalité d'administration également va être importante. On a maintenant la PCEA hein, qui est passée vraiment dans les pratiques. Hein. Dans la dernière enquête, on est à plus de 70-75% des centres qui utilisent cette méthode d'analgésie. Alors après, on a des variantes de la PCEA. On peut soit il l'associe avec un débit continu, surtout quand on fait des volumes qui sont faibles, c'est-à-dire moins de 8 ml. Quand on est autour de 5, c'est intéressant de mettre un débit continu. Quand on est à des bolus de 8 ml, ça le devient moins. Et puis, surtout, depuis quelques années, il y a le mode PIEB également, qui est le mode d'administration, d'auto-administration de bolus programmés. Donc, ce mode PIEB permet de se passer de la perfusion continue, d'avoir une PCEA. Donc, la patiente peut s'auto-administrer et elle aura des bolus obligatoires sur des périodes de 40 minutes à 1 heure, des bolus qui peuvent aller de 8 à 12 ml en fonction des protocoles qu'on a utilisés, en sachant que le protocole idéal, pour l'instant, n'est pas complètement défini, qu'on a plusieurs possibilités en termes de protocole. On pourra en discuter ensuite. Alors, quand on regarde un petit peu les bénéfices de cette technique par rapport à la PCEA classique, on va dire, associée ou pas à la perfusion continue. On a cette revue de la littérature avec une méta-analyse qui a inclus 11 études au total entre 2006 et 2017, donc des pratiques relativement récentes. Il y avait plus de 700 patientes dans le groupe PIEB plus PCEA versus 650 patientes dans le groupe PCEA avec débit continu. C'était composé de multi et de primipares. Et quand on regarde les effets du PIEB comparé à la PCEA avec le débit continu, si on fait un focus juste sur les éléments de qualité d'analgésie, de satisfaction maternelle, eh bien, on voit qu'on améliore la satisfaction maternelle avec ce mode PIEB. On diminue l'incidence des douleurs récurrentes de 60% à peu près. Et le recours à des bolus de PCEA sont moins fréquents avec ce mode qu'avec le débit continu plus la PCEA. Donc au final, on a des consommations d'anesthésiques locaux qui vont diminuer aussi, sans doute moins de blocs moteurs avec cette stratégie, et on n'a pas d'impact sur le taux de césarienne, heureusement, parce que c'était quand même avec des concentrations faibles, donc même quand on utilise la PCEA avec le débit continu avec des faibles concentrations, on sait qu'on n'a pas d'impact sur le mode d'accouchement avec donc cette stratégie-là. Pas plus de manœuvres instrumentales, un peu plus de manœuvres instrumentales, pardon, peut-être en raison du bloc moteur qui va être plus présent dans le mode PCEA plus débit continu par rapport au mode PIEB, puisqu'on va avoir moins d'anesthésiques locaux. Alors peut-être qu'une autre modalité pour prévenir ces échecs ou ces imperfections, c'est la périrachie combinée. Alors elle a quelques avantages quand même. C'est le délai d'installation de l'analgésie qui est diminué de 5 à 10 minutes à peu près dans la littérature. On a une efficacité qui serait améliorée également, notamment au premier stade du travail. En termes de VA, on va réduire cette VA de 0,5 cm, 5 mm. Alors cliniquement, est-ce que c'est pertinent ou pas? Mais en tout cas, statistiquement, ça ressort. Sur la deuxième partie du travail également, notamment quand les racines sacrées vont être impliquées, il semblerait qu'il y ait une meilleure diffusion sacrée également quand on a fait une périrachie combinée pour installer la péridurale. Donc on a aussi une amélioration des scores de douleur en faveur de la périrachie combinée. Il y a moins de latéralisation, moitié moins de latéralisation.
Parce que le fait d'aller ponctionner la dure mère et d'avoir du LCR, c'est aussi un gage qu'on est bien médian. Et donc, quand on va monter le cathéter, il y a moins de risques qu'il aille d'un côté ou de l'autre. Donc, ça peut aussi expliquer pourquoi on a un peu moins de latéralisation, donc même 50% de moins de latéralisation avec la périarchie combinée. Et puis enfin, il semblerait qu'il y ait moins de repose de cathéter, avec une diminution de ce risque de 43% quand on met une périrachie combinée versus une péri classique. Autre élément à prendre en compte, aussi au moment des césariennes en cours de travail, il y a moins d'échecs d'analgésie lors des césariennes en cours de travail quand on va se servir du cathéter péridural, quand on a fait une périrachie combinée versus une péridurale classique. Alors, vous allez me dire pourquoi on n'en fait pas à tout le monde, hein. Alors, il y a aussi des problèmes de coût, déjà. Quand on est dans un centre où on en fait beaucoup, c'est vrai que c'est trois fois plus cher en termes de coût. Techniquement, c'est un petit peu plus complexe, et puis ça prend un tout petit peu plus de temps également. Alors probablement, il y a des centres qui le font systématiquement. Peut-être que dans la salle, il y a des personnes qui font systématiquement des périrachis combinées. Pas systématiquement. Qui fait de l'obstétrique dans la salle? Ah, quand même. Bon, effectivement, en France, c'est pas la technique la plus répandue, hein, de faire des périrachis combinés d'emblée. Mais c'est une réflexion en tout cas à avoir, comme vous le savez, dans certaines situations particulières, comme on vient de voir, les patientes à risque, hein, les facteurs de risque qu'on a identifiés, l'obésité, probablement le travail, la fin de travail, hein, quand on arrive sur le travail, déjà une patiente qui est déjà avec des douleurs au niveau sacré, probablement qu'il faut envisager d'emblée une périrachie combinée. Et puis le repérage échographique de l'espace péridural, ça peut aussi être un moyen de prévenir les échecs, voilà, pour toutes ces situations à risque, que ce soit l'obésité, les patientes qui ont du matériel au niveau du rachis, les scolioses, les déformations du rachis. Donc avec cette technique, ça permet d'avoir une meilleure identification des niveaux de ponction, hein, avec la coupe ici longitudinale. On voit ici les espaces intervertébraux, et donc on peut se positionner au niveau de l'espace qui sera le mieux perçu. Et puis la ligne médiane également est mieux visible, et surtout la profondeur de l'espace péridural avec le repérage transverse permet, notamment chez les patientes obèses, de savoir avec quelle aiguille il faut partir pour faire la ponction. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être aidant. Alors je sais que ce n'est pas encore complètement dans la pratique courante, néanmoins ça vaut le coup de s'entraîner, hein. C'est avec la sonde abdominale, hein, qui est disponible en salle de naissance, puisque c'est celle dont se servent les obstétriciens, et ça peut rendre service notamment dans ces situations complexes. Voilà, ça permet aussi d'avoir une idée de l'angulation qu'il faut prendre pour aller poser cette péridurale. Avec une bonne corrélation d'ailleurs entre la profondeur estimée par l'échographie et la profondeur ensuite qu'on va avoir à la pose de la péridurale, y compris chez les patientes obèses. Alors si on a tout bien fait, malgré ça, et qu'on est en échec ou qu'on est devant une situation d'imperfection, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le plus important déjà, c'est de faire le diagnostic en évaluant, en testant notre péridurale pour savoir où est le problème. Déjà au niveau sensitif, chaud-froid, ou le pic-touche, hein, qui est plus fin, de voir si on est bien à un niveau supérieur au moins à T10, et également aller voir si on a un niveau inférieur également qui est présent, S5 idéalement, à droite, à gauche. On regarde s'il y a un bloc moteur également, pareil, on fait un score de Bromage à droite et à gauche. Alors facile à dire, hein, mais pas toujours si facile à faire. Quand on a posé notre péridurale, on a tendance à le faire dans les minutes qui suivent pour savoir si elle s'installe. Et puis parfois, on passe à autre chose et on n'a pas toujours la possibilité de revenir régulièrement voir comment se situe l'analgésie, comment est l'analgésie péridurale. Alors c'est vrai que quand on a des IAD en salle de naissance, c'est vraiment un plus. Je ne sais pas dans vos centres si vous avez cette possibilité-là.
En tout cas, quand on a un IAD dédié à la salle de naissance, quand on a un certain nombre d'accouchements, par exemple, nous, on a 3200 accouchements à Necker, eh bien, on a la chance d'avoir une IAD dédiée à la salle de naissance qui passe régulièrement checker l'analgésie obstétricale. Et donc, on peut être très en amont pour essayer de régler les problèmes d'insuffisance. Et ça, voilà. Donc, revoir régulièrement où on en est le bloc. Identifier rapidement la cause. Est-ce que c'est du fait de la parturiente? Ça peut être donc des éléments qu'on a déjà vus, des problèmes de déformation du rachis, des fonds de fusion de ligaments jaunes. C'est rare, mais ça peut arriver. On peut avoir aussi des septums, donc un tissu membraneux qui va séparer ou cloisonner l'espace péridural. Ça, on retrouve ça chez 2%. Dans 2% des cas dans la population générale. Alors, ça a été mis en évidence sur des dissections, donc sur des cadavres, mais on a un certain nombre de patientes, de femmes qui viennent, qui nous disent de toute façon, moi, c'est mon 3e accouchement. Les 2 précédentes, on a essayé de me poser une péridurale, ça n'a jamais marché. Alors, on la regarde, vous inquiétez pas, nous, on sait faire, ça devrait bien se passer. Et elle vient accoucher le jour J, eh bien, on est en échec aussi. Probablement que dans ces cas-là, il faut aller un peu plus loin dans les investigations, quitte à demander une IRM. Voilà, là, on est un peu coincé parce qu'elle vient accoucher, mais à distance pour voir si on ne peut pas repérer donc une anomalie au niveau anatomique qui pourrait expliquer ces échecs récurrents de péridurale. Le contexte obstétrical, on l'a déjà évoqué aussi, la progression rapide, la fin de travail, la présentation postérieure du bébé, qui va faire que finalement le bébé va se présenter avec le dos du bébé qui va aller plaquer contre les vertèbres de la maman et donc empêcher la bonne diffusion des anesthésiques locaux, et on peut être en échec dans ces présentations postérieures. La position du cathé qui peut être latéralisée. Là, ici, vous voyez un cathé qui est passé au niveau d'un trou de conjugaison avec un psoas qui se dessine. La migration secondaire, il faut savoir qu'on a 40% de nos cathéters qui migrent soit vers l'avant, soit vers l'arrière, qui vont sortir de l'espace péridural. C'est pour ça qu'on préconise donc une marge de sécurité d'au moins 4 cm. Et on préconise d'aller même jusqu'à 5 cm quand on est chez la patiente obèse, parce qu'avec le panicule adipeux, il y a une mobilisation du cathé qui va être plus importante, et donc un risque de ressortir qui va être plus important également. Et puis le passage en sous-dural, mais on va en dire 2 mots. Et puis le matériel, qui peut être aussi pris à défaut. Ça, c'est souvent assez facile à régler. La coudure, l'obstruction partielle. Alors des fois, ça peut être des lots aussi avec des défauts les œillets qui ne sont pas complètement... avec une cupule qui va fermer cet œillet. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux tester les cathés avant de les mettre en place pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je vais accélérer. Voilà, donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, analgésie insuffisante sans asymétrie, c'est un problème de niveau sensitif qui n'est pas monté assez haut. Eh bien, c'est un problème de volume. À ce moment-là, c'est la réinjection qui va être préconisée, 5 à 10 ml de la solution analgésique. Le cathé qui est ressorti de l'espace péridural, on n'a pas tellement d'autre choix. Voilà, on repose. Le travail très rapide, la présentation postérieure de l'insuffisance, la persistance de points douloureux, ça peut arriver également. On préconise des solutions plus concentrées d'anesthésiques locaux. Si vous avez pris de la 0,625, la 0,125 par exemple pour la lévobucaïne, ou même jusqu'à la 0,2, on peut refaire un bolus de Sufinta, 5 gamma, 10 gamma, ou un bolus de clonidine, 1 gamma kilo. Ça, c'est suffisant et ça évite d'avoir les effets secondaires, d'hypotension notamment ou de sédation. Et les problèmes techniques, c'est quelque chose qu'il faut vérifier, notamment les déconnexions. On s'est tous fait avoir, la péri qui passe dans le lit. Donc ça, c'est facile en général à régler. Quand même une petite alerte sur les réinjections avec la lidocaïne et le risque de bloc moteur que ça peut induire et compliquer finalement la phase d'expulsion avec des patientes qui ont besoin de forceps et qui sont finalement aussi mécontentes parce qu'elles sont complètement bloquées et ne sentent plus du tout les contractions. Lorsqu'on a une analgésie insuffisante avec une asymétrie, notamment quand il y a plus de 3 métamères, donc les raisons sont expliquées ici, sont rappelées ici. Le mieux, c'est de commencer par une réinjection, avant même d'aller toucher au cathé.
On refait de la solution, 5 à 10 ml, plus ou moins associé avec du sulfatanil. Mais en général, quand vous en avez déjà mis dans la solution, voilà, donc la réinjection de la solution. Retirer le cathéter de quelques centimètres, 1 à 2 centimètres. En général, c'est suffisant. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut repositionner le cathé et éviter de faire des petites mesures associées, une mesure plus une deuxième, plus une troisième, parce que vous savez que le risque, c'est qu'on passe en césarienne ou qu'il y ait besoin de faire un accouchement rapide et que la patiente ne soit pas soulagée. Alors, le cathé en sous-dural, en général, on a une analgésie insuffisante en mosaïque. Et il y a des signes associés aussi, notamment le syndrome de Claude Bernard Horner, des céphalées à l'injection, des hypotensions à l'injection, voire des dépressions respiratoires. C'est moins de 1%. C'est une installation qui est progressive et plus lente que la moyenne. Alors que quand on est passé en intratécal, c'est l'inverse, hein, ça s'installe très vite. Et c'est un bloc sensitif qui peut être étendu avec une atteinte des nerfs crâniens. Là, on n'a pas d'autre choix que d'arrêter tout, parce que si on poursuit, le risque, c'est la rupture de l'arachnoïde. Et à ce moment-là, il faut donc tout arrêter, retirer le cathé, attendre qu'il y ait une levée du bloc, et à ce moment-là, éventuellement, repositionner le cathé de péridurale. Si on doit prendre cette patiente en urgence alors qu'elle n'a plus de cathé de péridurale en place, eh bien, il est déconseillé de faire une rachie parce que, comme on a encore quand même du liquide dans cet espace sous-dural, eh bien, le risque, c'est qu'on fasse une rupture de l'arachnoïde et une rachie totale lorsqu'on fait une rachie au décours de ce cathé sous-dural. Voilà, donc les messages importants pour ces analgésies imparfaites, c'est que c'est pas si rare que ça, bien sûr, on est tous confrontés à ces situations. Ça concerne 10 à 20% des patientes, qu'on doit, si possible, identifier toutes les situations potentiellement à risque. Comme ça, on se prépare. La prévention, ça commence par les basiques, hein, voilà, les bons agents, la bonne dose au bon endroit, au bon moment. Évaluer précocement et régulièrement la qualité de l'analgésie. Alors, en ça, les sages-femmes qui surveillent la patiente, qui surveillent l'analgésie aussi, peuvent être formées à nous alerter aussi rapidement quand il y a quand une insuffisance d'analgésie a été identifiée et pas attendre le dernier moment pour nous prévenir. Les imperfections, finalement, elles sont souvent assez faciles à corriger. Il ne faut pas hésiter à repositionner le cathé, quitte à céder d'une échographie pour le repositionner quand on a une patiente avec un dos complexe et peut-être, dans ces situations-là, penser à la périrachie combinée. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition.